Le matin de Noël arriva avec ses rituels habituels, les roulés à la cannelle de Margaret, légèrement brûlés sur les bords, Douglas qui insistait pour allumer la cheminée bien que le thermostat soit réglé sur 22 degrés, et Jenna, toujours juste assez en retard pour qu'on la trouve adorable. Le sapin clignotait dans un coin de la pièce, décoré des mêmes boules dorées que dans mon enfance. Je pouvais suivre chaque fissure dans les décorations, chaque éclat sur le renne en céramique des imperfections dont on ne parlait jamais, comme si la tradition elle-même exigeait le silence. Ma mère, Margaret Hart, portait sa robe de velours rouge comme une reine qui ouvre sa cour. Elle rayonnait, les joues roses, le sourire éclatant. Dans sa main, une petite boîte dorée, enveloppée d'un ruban de satin. Elle se tourna vers Jenna, ma sœur cadette de 2 ans et leur unique enfant de cœur, sinon de sang. « Ouvre-la !» s'exclama Margaret, radieuse. Jenna Blake, avec son brushing impeccable et son pull couleur rose poudré, poussa l'un de ses célèbres petits cris avant même de toucher le ruban. C'était son cadeau à elle, la mise en scène. Elle faisait ça depuis qu'on était enfant, comme si la vie entière était une audition pour un téléfilm de Noël. Elle déchira lentement le papier, savourant l'instant. À l'intérieur, une clé de maison en argent, nichée dans un écrin en velours. Jenna poussa un cri de joie. Je pouvais déjà sentir le sourire de fierté de mon père se dessiner, même sans le regarder. Nous lui avons acheté une maison, annonça Margaret, la voix vibrante comme si elle venait de révéler un miracle. Jenna les serra tous les deux dans ses bras. Je souris non pas de joie, mais par réflexe musculaire. Puis Margaret se tourna vers moi, le regard doux, la voix basse. « Tu comprendras un jour, dit-elle. » Mais moi, je comprenais déjà. Mon cadeau à moi, c'était une simple enveloppe, sans inscription, posée discrètement sur mes genoux par Douglas, mon père. Pas de cérémonie, pas d'applaudissements, juste le froissement du papier sur le tissu, et un silence assez épais pour brûler à travers le velours et les rubans. Je n'ouvris pas l'enveloppe tout de suite. Elle reposait sur mes genoux comme quelque chose de fragile, vaguement humiliant, un rappel non seulement de ce que je n'avais pas, mais aussi jusqu'où ils étaient prêts à aller pour rendre ce manque normal. Douglas me l'avait tendu avec la même énergie qu'on a pour transmettre une facture, pas de regard, pas de sentiment, juste un discret « tiens ». Pendant ce temps, Jenna poussait encore des petits cris, tenant sa nouvelle clé à la lumière comme si elle était faite de diamants plutôt que de dettes et de favoritisme. Margaret s'essuyait les yeux avec une serviette en papier et murmurait des choses à propos de plans de travail en granit et de dressing. Je baissai les yeux vers l'enveloppe. Pas de carte, juste mon prénom écrit dans un coin, de la main de ma mère, avec cette écriture ronde qu'elle avait perfectionnée sur des flyers d'associations de parents d'élèves et des étiquettes de Noël. Je passai mon doigt sur le rabat, mais je ne l'ouvris pas, parce qu'avant même de savoir ce qu'elle contenait, je savais déjà ce qu'elle signifiait. Elle signifiait qu'il me voyait toujours de la même manière. J'avais 9 ans la première fois que j'ai fait moi-même mes cupcakes d'anniversaire au chocolat, avec trop d'huile et pas assez de sucre. Margaret m'avait aidé, mais seulement parce que Jenna avait répétition de ballet et ne voulait pas que la cuisine sente mauvais ensuite. Ce matin-là, je descendis tôt, souriante, pleine d'espoir, pensant qu'il y aurait peut-être des ballons, une carte, quelque chose. La cuisine était vide, pas de cadeaux, pas de bougies, juste l'odeur de pain grillé brûlé et Margaret qui fredonnait en brossant les cheveux de Jenna dans la pièce voisine. Cette même année, Jenna eut droit à une fête dans le jardin avec des poneys. Même les voisins qu'on n'aimait pas étaient venus avec des cadeaux scintillants et des compliments préparés pour l'enfant d'autrui. Au collège, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, Margaret n'est pas venue, Jenna avait une compétition régionale de danse. J'ai reçu un texto. Tellement fière. Désolée de ne pas pouvoir être là. Vas-y fonce. Quand j'ai remporté la première place à la foire scientifique de l'État avec une maquette de barrage hydroélectrique, entièrement fonctionnelle, Douglas est arrivé avec 15 minutes de retard et est parti avant la remise des prix. Il avait un départ de golf avec quelqu'un d'important. La semaine suivante, quand Jenna a tourné une publicité de 30 secondes pour un shampoing, ils ont organisé un dîner, champagne, photo encadrée du produit comme si c'était un prix Pulitzer. Il y a un moment auquel je repense plus souvent que je ne devrais, l'année de terminale, lors de la cérémonie des récompenses académiques. J'avais travaillé dur, extrêmement dur, jonglant avec 2 emplois à mi-temps, gardant une moyenne parfaite, rédigeant des dissertations jusqu'à ce que mes doigts crampent et que ma vue se brouille. Ils ont appelé mon nom pour la plus grande bourse de l'établissement, devant un auditorium rempli. Je suis montée sur scène, j'ai regardé la foule, et je l'ai vue, Margaret, au premier rang, sans applaudir, juste en train de faire défiler son téléphone. Quand je suis redescendue avec mon diplôme encore tiède dans les mains, elle a levé les yeux et a dit, assez fort pour que les parents autour entendent.
Au moins, elle est bonne à quelque chose. Cette phrase-là a tranché les applaudissements comme une lame dentelée. Même aujourd'hui, je l'entends encore. J'ai longtemps cru que j'imaginais tout ça, que je n'étais qu'un enfant aigri dans l'ombre d'une sœur plus brillante. Mais le favoritisme ne chuchote pas, il sculpte. Il s'inscrit dans les fêtes, les dîners, et tous ces moments où l'amour est censé parler le plus fort. Ce matin-là, en regardant Jenna tenir une clé de maison pendant que je tenais une enveloppe sans vie, j'ai cessé de me poser des questions. Je savais exactement où j'en étais. Et je savais autre chose aussi, ce n'était pas encore le moment de parler, pas encore, mais ce moment approchait. J'ai ouvert l'enveloppe avec la même précaution qu'on accorde à une blessure dont on sait déjà qu'elle laissera une cicatrice. À l'intérieur, une seule feuille, pas de lettres, pas de message, juste une impression d'offre d'emploi. Un poste d'assistante administrative dans une compagnie d'assurance régionale. Débutant, payé à l'heure. En bas de la page, avec une encre reconnaissable entre toutes ces lettres carrées, anguleuses, sous pression, pleines de contrôle, l'écriture de Douglas. Il avait griffonné. Je me suis dit que ça te correspondrait mieux. Je fixais la page sans cligner des yeux, les doigts glacés. Personne n'avait remarqué. Jenna parlait encore de porte-fenêtre et de ce joli coin lecture. Margaret, elle, remplissait déjà sa tasse de café. J'ai laissé retomber la feuille dans l'enveloppe, je l'ai repliée en deux, puis glissée sous ma cuisse non pas pour la cacher, juste pour y mettre fin. La pièce bourdonnait de bruit, mais aucun ne m'atteignait. Tout ce que j'entendais, c'était le frottement du papier contre lui-même, cette mince feuille sur une autre mince feuille, comme un murmure qui me disait que je n'aurais jamais ma place ici comme elle l'avait. Il ne m'avait pas donné moins par oubli. Il m'avait donné moins parce qu'il croyait que j'avais besoin de moins parce que j'avais toujours su me débrouiller, payer mon propre loyer, fait mes cartons toute seule, répondu moi-même quand l'infirmière de l'école appelait. Et je crois que c'est ça, au fond, qui faisait le plus mal, pas l'insulte, mais la confiance absolue avec laquelle il me l'avait infligée. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la constance. Je n'avais pas prévu de revenir, mais la culpabilité sait très bien se déguiser en devoir, surtout quand votre mère vous appelle 2 fois dans la même semaine en prononçant des mots comme « ton père, blessé » et « ne peut pas soulever les cartons sans aide ». Ce n'est pas la demande qui m'a fait céder, c'est le ton, cette inquiétude sirupeuse, enrobée d'une accusation muette, comme si refuser aurait fait de moi quelqu'un de froid ou d'égoïste, comme si des décennies de mise à l'écart pouvaient être effacées par un seul service un samedi. Alors j'ai dit oui. J'ai conduit les 4 heures jusqu'à chez eux, me suis garé dans cette même allée que Douglas bordait encore à la règle et aux cisailles, et je suis entré dans une maison qui sentait exactement comme toujours, le polish citronné, le rôti trop cuit, et cette légère odeur de brûlé que personne ne relevait jamais. Jenna n'était pas là. Elle est occupée, dit Margaret avec un soupir qui, d'une manière ou d'une autre, faisait passer son absence pour ma faute. J'ai souri, hoché la tête, dit ce qu'il fallait dire. Le samedi soir, la liste était cochée, aider Douglas à soulever des bacs de rangement dans le garage, écouter Margaret se plaindre du petit ami de Jenna, survécu à un dîner où chaque conversation revenait aux rénovations de la maison du lac. À 22 heures, je ne trouvais pas le sommeil. La chambre d'amis, celle que j'appelais autrefois, la mienne, avait encore mes anciens trophées de foot sur l'étagère, comme une preuve que j'avais bel et bien été là un jour. Mais les murs semblaient plus étroits désormais, comme s'ils se souvenaient de tous les mots que j'y avais avalés. Je me suis levée, pieds nus, discrète. La porte du bureau de Douglas était entr'ouverte et rien que cela était étrange. Il gardait cette pièce comme une église, lumière éteinte, store tiré, tiroir fermé à clé, mot de passe-partout. Et pourtant, elle était là, ouverte. Le coffre-fort était caché derrière le classeur, petit et gris, mais typiquement à lui. Et pour la première fois de ma vie, la porte était entrebâillée. J'aurais dû la refermer et partir. J'aurais dû supposer que c'était une erreur. Mais quelque chose m'a retenu, une petite tension au creux du ventre qui disait « Qu'est-ce qu'ils enferment loin de toi que Jenna, elle, sait déjà ?» Je me suis agenouillée lentement, prudemment. À l'intérieur, des dossiers cartonnés beige, tous parfaitement étiquetés, déclarations d'impôts, actes de propriété, relevés bancaires. Certains familiers, d'autres nouveaux. J'ai feuilleté en silence. Puis je l'ai trouvé, une enveloppe scellée, blanche, simple. Sur le devant, de la main de Douglas, à ouvrir après décès. Mes mains se figèrent. Puis je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un testament, pas celui dont je me souvenais, celui qu'ils avaient présenté solennellement un soir à table lorsque Jenna avait eu 21 ans, où tout était réparti équitablement. Celui-ci était différent. Mon nom apparaissait en premier, à côté d'un numéro de parcelle, une propriété dont je ne les avais jamais entendu parler. J'ai cru d'abord à une erreur,
puis j'ai vu la page suivante, un acte de propriété, acheté en mon nom, il y a des années. Et en dessous, une autorisation signée permettant le transfert de fonds en utilisant mon nom. La signature était la mienne, mais l'inclinaison était fausse, la boucle du « R » ne correspondait pas. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Quelqu'un avait signé à ma place. Et d'après les activités bancaires jointes, ce n'était pas la première fois. Mon nom avait été utilisé, mon identité déplacée comme un meuble dans une pièce où je n'étais pas la bienvenue. Je suis restée là, sous le bourdonnement doux de la lampe de bureau, tentant de recoller les morceaux. Le problème n'était pas seulement qu'ils m'avaient caché quelque chose, c'est qu'ils avaient construit un second récit, et m'y avaient inscrite sans mon consentement. Je n'ai rien dit ce week-end-là. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Margaret m'a servi mon café avec sa bonne humeur de façade, m'a demandé si j'avais trouvé un « vrai travail », puis a enchaîné sur le nouveau projet de podcast de Jenna, quelque chose sur le « lifestyle » et « l'influence authentique ». Douglas, lui, n'a presque pas levé les yeux de son toast. J'ai souri, hoché la tête, tenu mon rôle, celui qu'il m'avait assigné il y a des années. À midi, j'étais déjà reparti, invoquant des obligations professionnelles que je n'ai même pas pris la peine d'inventer. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai tiré mes rapports de crédit, tous les comptes à mon nom, tous les signaux que j'avais ignorés. Il ne m'a pas fallu longtemps. La maison, ma maison, celle qu'ils avaient dissimulée sous des couches de silence était réelle. Achetée il y a 6 ans, financée par une fiducie liée à mon numéro de sécurité sociale. L'adresse correspondait au numéro de parcelle inscrit sur l'acte de propriété trouvé dans le coffre. Mais ce n'était que le début. Ce qui a suivi, c'était une toile financière de plus en plus enchevêtrée, transfert discret entre comptes familiaux internes, réaffectation de fonds, et au moins une autorisation avec une signature qui n'était pas la mienne. Encore. Alors j'ai appelé quelqu'un en qui j'avais confiance, une amie avocate de la fac, spécialisée dans les structures successorales. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, juste montré les documents, bien ordonnés, comme si je tentais d'expliquer quelque chose que je n'avais pas encore osé ressentir pleinement. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard. Sa voix était calme, mais ses mots tranchants. Claire, si tu voulais engager des poursuites pour fraude, tu aurais un dossier. Mais ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Elle avait raison. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la clarté. Et ensuite, du contrôle. Alors nous avons commencé à creuser discrètement, prudemment. Ce que nous avons découvert au fil des semaines frôlait l'absurde. Sur le papier, j'étais bien plus riche que je ne l'aurais cru, pas de manière extravagante, mais significativement. La maison, un petit compte d'investissement dont j'ignorais l'existence, et des liens avec une société holding familiale utilisée pour dissimuler des actifs pendant les projets professionnels de Jenna. La maison au bord du lac était le détail le plus accablant. Cette maison, leur fierté, leur refuge, leur héritage avait été hypothéqué en secret 3 ans plus tôt pour financer la ligne de soins de Jenna, qui avait échoué. Ils avaient tenté de réparer ça discrètement. Douglas pensait sans doute pouvoir rembourser avant que la banque ne frappe. Mais il n'y était pas arrivé. Quand j'ai trouvé l'acte, la maison était déjà en pré-saisie. Et c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. Parce que je l'ai acheté. Pas directement. Pas en tant que Claire Hart. J'ai monté une société écran, utilisé mon avocate comme intermédiaire, et fait l'achat anonymement par le biais d'un agent fiduciaire. C'était légal, propre, incontestable. Les démarches ont pris des semaines, mais à la fin, j'avais l'acte entre les mains. Et pour la première fois de ma vie, je possédais quelque chose qu'il voulait. Ce n'était pas à propos de la maison. C'était à propos de l'histoire. De briser le cycle. De montrer que j'avais vu chaque recoin de leur négligence, et que j'avais choisi, pour une fois, de ne pas l'absorber. Ils ne savaient toujours rien. Margaret m'envoyait des textos à propos de Noël pour demander si je serais là, si je pouvais apporter du vin, si j'avais entendu parler du nouveau petit ami de Jenna. Douglas m'envoya un email avec une offre d'emploi en objet. Quelque chose de stable. Et je ne disais rien. Parce que le silence, quand il t'appartient, n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir en attente du bon moment. Et ce moment approchait. Noël revint, comme toujours. Même couronne sur la porte, même tasse ébréchée en forme de reine dans la cuisine, même cheminée allumée juste assez pour rendre l'air sec mais pas chaud. Tout était si familier que cela en devenait faux. Jenna était déjà là, vêtue d'un nouvel ensemble en cachemire, se serrant elle-même dans les bras comme si la pièce lui devait des applaudissements. Douglas se tenait près de la cheminée avec sa tasse de café habituelle, scrutant la pièce comme s'il faisait l'inventaire.
Margaret allait et venait, fredonnant des chants de Noël faux et demandant à personne en particulier si les roulés à la cannelle étaient assez cuits. J'ai placé mon cadeau sous le sapin sans un mot, une boîte blanche ordinaire, sans ruban, sans paillettes, sans étiquette. Juste, attendez. On a suivi les rituels du matin. Jenna a ouvert un sac à main de créateur et a poussé un cri d'émerveillement parfaitement calibré. Margaret a pleuré. Douglas a ri doucement. Il y a eu un toast au nouveau chapitre et aux maisons de rêve. J'ai hoché la tête, siroté mon café, attendu. Puis vint mon tour. J'ai tendu la boîte à Douglas avec précaution, comme si elle pouvait se casser. Il l'a soulevée à deux mains, surpris par sa légèreté, a souri comme s'il savait déjà que ce n'était rien d'important. Jenna a gloussé. Probablement des chaussettes, a-t-elle dit. Douglas l'a ouverte lentement, non pas par prudence, mais par indifférence. Il a soulevé le couvercle, a vu l'enveloppe scellée à la cire. Pendant un instant, il a hésité. Puis il a rompu le seau et déplié les papiers à l'intérieur. Son visage n'a pas changé tout de suite, juste un léger durcissement autour des yeux. Puis la couleur a quitté son visage. Il a relu la première page, plus lentement, l'acte notarié, mon nom, la propriété, la maison au bord du lac. Puis la deuxième page, la signature falsifiée, l'avertissement juridique de mon avocate. Sa main tremblait à peine, mais assez. Margaret s'est penchée au-dessus de son épaule. Elle souriait encore quand ses yeux sont tombés sur les mots en gras en haut du document. Son sourire s'est évaporé comme de la buée sur une vitre. Elle s'est tournée vers moi. « Claire, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai croisé son regard. « Calme. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. » Elle a cligné des yeux. Douglas n'a pas dit un mot. Margaret a regardé à nouveau le papier, puis lui. Sa bouche s'est ouverte, refermée, puis ouverte encore. « Et tu ne m'en as pas parlé. » Ce n'était pas une question. Sa voix s'est brisée, pas fort, pas théâtralement. Elle s'est brisée comme un os, net, irréversible. Jenna serra son sac contre elle, comme s'il pouvait la protéger. Elle regardait autour, perdue. Personne n'a expliqué. Personne n'a bougé. Le silence dans la pièce s'épaissit dense et lent, comme du sirop renversé sur la moquette. Impossible à nettoyer. Je me levai lentement, lissant l'ourlet de mon pull, et je parlais d'un ton léger, comme si je les remerciais pour les œufs et le café. Je ne partagerai pas la maison du lac. Pas cette fois. Aucune réponse. Pas même un hochement de tête. Juste le bruit du papier que Douglas manipulait, tentant en vain de donner un autre sens aux mots qu'il lisait. Margaret fit un pas en arrière, comme si la distance pouvait adoucir la trahison. Son regard allait des papiers au visage de son mari. Et à cet instant, je compris que je n'avais pas seulement révélé une vérité, j'avais mis fin à une représentation qu'ils avaient répétée pendant des années. Et la seule personne qui n'avait pas manqué son entrée, c'était moi. Personne ne parla. Pendant longtemps. Douglas restait parfaitement immobile, tenant les documents comme s'ils allaient se désintégrer au moindre mouvement. Ses doigts ne tremblaient plus, ils étaient figés, crispés, verrouillés. Margaret se tenait à ses côtés, figée dans un pas interrompu, le visage coincé entre l'incrédulité et quelque chose de pire, la prise de conscience. Elle n'était pas encore en colère, la colère demande de l'énergie. Ce que je voyais, c'était la dévastation silencieuse, celle qui n'arrive que lorsque l'histoire sur laquelle on a bâti toute une vie se brise net, et que l'on tient les morceaux sans savoir comment les recoller. Jenna n'avait pas dit un mot. Elle serrait son nouveau sac à main avec les deux mains, comme un enfant agrippé à sa peluche pendant un orage. Elle regardait de visage en visage, clignant des yeux comme si quelqu'un s'était mis à parler une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle n'avait aucun repère pour comprendre ce qui se passait, aucun script. Et c'est ça, plus que tout, qui me montra à quel point le mensonge était enraciné. Personne ne lui avait jamais dit la vérité ou peut-être que personne ne pensait qu'elle en serait capable. Je restai là encore un instant, laissant le silence s'étirer, faire le travail que je n'avais plus besoin de faire moi-même. Il ne s'excuserait pas. Il n'expliquerait rien. Il ne me demanderait même pas comment j'avais découvert tout ça, parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. Quand j'attrapai mon manteau, Margaret sursauta légèrement, comme si j'avais levé la main sur elle. Je n'avais pas bougé brusquement, juste avec la détermination de quelqu'un qui a enfin décidé que la scène était terminée. Arrivé à la porte, je fis une pause, pas pour le spectacle, ni pour l'effet dramatique, juste pour les regarder. Vraiment les regarder. Douglas toujours figé sur les papiers, les yeux écarquillés sans cligner. Margaret en train de s'effondrer, centimètre par centimètre.
Jenna, silencieuse pour une fois. Et moi, toujours debout. Juste pour que ce soit clair, dis-je doucement. Je ne la rendrai pas. Ni la maison. Ni mon nom. Plus jamais. C'est tout. Puis j'ouvris la porte et laissai entrer l'air froid de décembre derrière moi, comme l'eau qui s'engouffre après la rupture d'un barrage. Il frappa mon visage comme une vérité, tranchante, honnête, pure. Le soir venu, la neige commença à tomber, des flocons doux, réguliers, dans le genre de silence que seul l'hiver comprend, où l'air ne fait pas que se taire, il s'installe. Chaque son étouffé, chaque bord émoussé. Je m'assis dans un vieux fauteuil près de la fenêtre de la maison du lac, ma maison du lac, une couverture autour des épaules, mon café refroidissant lentement à côté de moi. Pas de musique, pas de voix, juste le craquement léger du bois quand le vent effleurait les murs. L'endroit n'avait rien de luxueux. Il fallait refaire les sols, la cheminée fumait quand elle ne devait pas, le thermostat cliquetait 3 fois avant de faire quoi que ce soit. Mais c'était à moi. Et personne ne me l'avait donné. Ils n'avaient jamais eu l'intention que je l'aie. Ils avaient essayé de le cacher, de l'enfouir sous la paperasse, les suppositions, et le confort de croire que je ne regarderais jamais d'assez près, que je ne poserais pas de questions, que je continuerais à jouer mon rôle, la discrète, la débrouillarde, celle qui nettoie toujours mais ne demande jamais pourquoi le désordre existe. Je ne ressentais pas de triomphe. Rien dans tout cela ne ressemblait à une victoire. C'était une libération, comme expirer enfin après avoir retenu son souffle pendant des années sans s'en rendre compte. J'ai pensé un instant à appeler quelqu'un, une amie, une voix extérieure à la famille, juste pour le dire à voix haute, ce que j'avais fait, ce que j'avais découvert, ce que j'avais repris. Mais je ne l'ai pas fait. Certaines histoires n'ont pas besoin de témoins. Certaines paix n'ont pas besoin d'applaudissements. Je ne savais pas s'ils allaient me recontacter, si Margaret allait appeler, la voix lourde de demi-vérités et de regrets soigneusement minutés, si Douglas allait m'envoyer un article découpé d'un journal local, faisant comme si de rien n'était, si Jenna allait m'envoyer un mème, comme elle le faisait toujours, faisant semblant que nous étions encore proches. Peut-être qu'il le ferait. Peut-être pas. Je m'en fichais. Je n'étais pas en colère. Je ne cherchais pas la réconciliation. J'avais tracé une ligne, pas par âge, mais pour survivre. Et cette fois, je ne reviendrai pas en arrière. La neige continuait de tomber lentement, inévitablement. Je la regardais couvrir les rampes, les arbres, les contours du lac. Ce qui est drôle, c'est que maintenant que je possède enfin ce qu'il chérissait le plus, je n'en veux même pas. Mais j'avais besoin qu'il sache que je pouvais le prendre. Comme eux m'avaient prise, morceau par morceau, année après année, enveloppée de silence, et avaient appelé ça de l'amour. Si un jour tu es sorti d'une pièce sans jamais te retourner, laisse juste un point. Je saurai que tu étais là.